Ici Jean-Dominique Leduc et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025. Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez. Damien Canto, bonjour. 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 Alors Damien, tu pilotes le blog journalistique Comic Strip. Donc un site assez foisonnant. Il y a une section dossiers, reportages, critiques. C'est vraiment un site complet. Et donc, évidemment, j'imagine que Angoulême, c'est la grand-messe incontournable pour le journaliste que tu es. Alors oui, c'est un moment extrêmement important dans l'année pour moi, mais pour le site aussi, pour les auteurs, pour les éditeurs, même pour toutes les personnes qui peuvent être là, parce que c'est quand même le deuxième festival le plus important au monde, et en Europe notamment aussi. C'est le premier festival Okay. plus important. Et dans le monde, le premier, à ton avis? C'est à San Diego, si j'ai bien compris. Le Comic-Con, oui. Ouais, c'est ça. Es-tu déjà allé au Comic-Con? Non, jamais, mais j'aimerais bien y aller. On en a parlé il y a moins d'un an. Alors, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Marc, mais une des particularités en Amérique, c'est que le Comic-Con, il y a de moins en moins de questions, à proprement parler, de bande dessinée et de comics. Okay. Alors, c'est beaucoup plus le cinéma, les jeux vidéo, les séries, les produits dérivés. Les produits dérivés, les cosplays aussi, les gens qui se costument. Et donc, d'année en année, l'offre diminue au niveau vraiment des lectrices et des lecteurs, alors qu'ici à Angoulême, on sent que le médium de la bande dessinée est vraiment encore au cœur de l'événement. Oui, parce que c'est la 52e édition, et c'est un moment où la bande dessinée en francophone, c'est un tout petit milieu finalement. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs, même s'il y a il y a une production très importante de livres. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'auteurs, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui parlent de bande dessinée en France, qui sont aussi salariés, qui ne font que ça. Souvent, ce sont des journalistes qui vont être accolés à une rédaction, mais qui vont faire de la culture en général, mais pas que de la bande dessinée. Alors que nous, par exemple, sur Comic Strip, on ne parle que de bande dessinée. Donc c'est un moment important parce que c'est un moment où en 4 jours, on voit le plus de monde de la chaîne du livre de la bande dessinée au même endroit. Donc pour nous, c'est super important dans ce sens où on va voir tous les auteurs, mais aussi des éditeurs ou des attachés de presse ou même des lecteurs qu'on connaît, même des journalistes, parce que finalement, des journalistes de bande dessinée, on n'est pas beaucoup, et c'est un moment où on va tous se voir, entre guillemets. Au-delà d'aller voir des expos ou de faire des interviews, ne serait-ce que de se rencontrer pour parler, même pour boire un coup, tu vois. C'est vraiment hyper important dans ce sens-là, ça soude. Alors, justement, tu évoquais l'écosystème de la couverture médiatique de la presse. Alors, dans l'écosystème ici, en Europe, moi, je sens que la blogosphère est devenue essentielle. Exactement. Évidemment, elle n'est pas imperméable à certains scandales, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui investissent le web et bon, j'en ai visité beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts également. Bon, des fois, c'est démocratique, c'est la beauté du web. En même temps, il y a des gens qui sont là, qui n'ont aucune idée véritablement de comment mettre à l'avant-plan du contenu, comment faire de la médiation, ce qui n'est vraiment pas votre cas. Vous êtes essentiel parce que c'est vrai que les grands canons comme le Nouvel Obs ou Libération, ils ont des journalistes, mais la manière de couvrir, je trouve, elle est vraiment très, très différente. C'est vraiment deux mondes, c'est très, très singulier. Tu as raison, parce que nous, on parle de la bande dessinée tous les jours, alors que des grands médias, on en parlait peut-être une fois par semaine. Nous, on en parle vraiment tous les jours et dans tous les styles et dans tous les genres différents. Par exemple, sur Comic Strip, on a à peu près 45 000 visiteurs uniques par mois, c'est déjà énorme, mais il y a d'autres sites qui font beaucoup plus. BDGS, c'est 900 000 visiteurs uniques par mois. Alors BDGS, c'est un peu particulier parce qu'ils ont aussi des forums qui leur font venir des gens, mais en termes de poids de lecteurs, finalement, les blogs ou les sites, on est hyper puissants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous lisent.
pas spécialement sur un article, mais dans l'ensemble, tu vois, c'est dans ce sens-là. Et c'est parce qu'on a un lien très fort dans la durée, dans le temps, dans le tempo. On en parle tous les jours. Des chroniques d'albums, des dossiers, on peut faire de la vidéo. Enfin, il y a beaucoup de blogs qui font des choses vraiment très différentes pour parler de la bande dessinée, sans parler de Twitch ou des choses comme ça. Vraiment, si on se concentre sur des gens qui approfondissent vraiment ce que va dire l'auteur ou l'autrice dans ces bandes dessinées. Là, nous, on a le temps. Et en plus, on n'est pas limité dans la place, puisqu'on est un blog, on n'est pas limité, on n'a pas un... Vous avez le luxe de l'espace. Exactement. Ouais, et on peut rajouter des vidéos, on peut rajouter de la musique, on peut rajouter des dessins, des auteurs, des recherches. Donc ouais, je pense qu'aussi, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais je pense qu'on est essentiel et tout le monde ne le comprend pas. Tout le monde ne comprend pas ça. Alors, justement, alors qui ne comprend pas? J'imagine que les différents intervenants du milieu, comme les structures éditoriales, comme les événements, eux, ils l'ont compris. Oui, bien sûr, heureusement. Souvent, c'est important. Nous, on peut être aussi important dans les structures, on va dire, indépendantes, des petites structures. Même si, parce que comme ils n'ont pas beaucoup de presse, mais que nous, on aime bien ce style de récit, et pour eux, on est très important parce que finalement, des fois, ils n'arrivent pas à toucher les grands médias. Et nous, on est là aussi pour ça. Dans l'ensemble, quand même, on peut dire que les attachés de presse ou les maisons d'édition comprennent bien que les sites ont de l'importance, mais quoi qu'il arrive, pour eux, c'est beaucoup plus valorisant d'avoir un papier, même qui sera lu par très peu de monde dans certains journaux. Ouais. Télérama ou le Nouvel Obs, ça fait plaisir à l'auteur qui dit « Maman, regarde, j'ai un truc ». C'est classe, mais finalement, faut pas oublier que nous, on est là tout le temps. Et que voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Je critique pas ce que Télérama, pas du tout, mais je dis que c'est pas la même vision, c'est pas le même tempo surtout, et c'est pas la même façon de parler des albums. Nous, on peut se permettre, si on a envie, de ne pas parler du dernier Astérix, parce que c'est inintéressant qu'on dise que c'est bon ou pas. Mais ça se vend. Oui, on s'en fout de nous, ils n'ont pas besoin de nous. En revanche, dans le moment où Astérix, dans les 15 jours où ça va beaucoup se vendre, nous, on va parler d'albums qui nous plaisent beaucoup, mais qui sont dans des petites structures ou des choses, même dans des grandes structures. Nous, on a cette chance-là. On a beaucoup plus de souplesse. Alors que, par exemple, sur les chaînes télévisées, il m'apparaît très très clair ici en Europe, c'est le cas au Québec. Donc, lorsqu'il y a un nouvel Astérix aux 2 ans, bien sûr, c'est l'éclipse médiatique. Là. Bien sûr. Et si tu veux, ça pourrait être ça pour nous, on pourrait en parler, ou même dévoiler la couverture. Ça ferait venir énormément de monde, parce que c'est ce que les gens du grand public, puisque je te rappelle que la bande dessinée est un art populaire, donc c'est ce qu'ils attendent. Mais est-ce que finalement, pour nous, c'est intéressant que les gens viennent juste voir la couve? Non. Ce qui est plus intéressant pour nous, c'est de parler d'un album, et de le défendre et d'expliquer ce qui nous a plu dans cet album. Donc, et puis quand on fait une interview qui a un moment très particulier avec un auteur, on lui laisse la possibilité d'expliquer aux gens les coulisses de l'album, comment il a créé, la façon dont il va réfléchir à tout ce qui est le cheminement intellectuel qu'il va faire. Ça, c'est plus intéressant et c'est ce qu'attendent surtout les lecteurs. Et nous, on a cette possibilité-là de pouvoir en faire souvent. C'est ça, c'est que je sens en côtoyant le site qu'il y a vraiment un déploiement. Oui. Et que, les médias traditionnels, c'est un enjeu d'espace ou c'est un enjeu d'espace temporel ou d'espace physique au niveau du nombre de caractères. Et c'est drôle parce que Marc et moi, sans les nommer, soupions l'autre soir et la table à côté, c'était une belle structure éditoriale européenne, mais qui n'est pas dans qui n'est pas dans les consortiums ou Bon, alors une structure indépendante et qui nous disait qu'au final, avoir un papier, comme tu le disais, dans l'IB ou dans le Nouvel Obs, c'est très chouette. Bien sûr. Mais au niveau de l'incidence quant au chiffre de vente, c'est négligeable. Ouais, c'est ça. Et c'est complètement fou. Alors que chez nous, moi ça fait 15 ans que j'écris pour un quotidien, le Journal de Montréal, pour ne pas le nommer. Et il y a le journal Le Devoir également. Oui, le Devoir a une grande incidence. Oui, ok. Parce que c'est un journal qui s'adresse à un lectorat beaucoup plus intellectuel que le Journal de Montréal pour lequel j'écris. Ce qui me plaît bien, moi, d'écrire le Journal de Montréal. Parce que tu le disais à juste titre, la bande dessinée, c'est un art populaire. Oui, faut pas et on le perd de vue, Exactement, tu as tout à fait raison. Mais il y a encore une incidence. Et un bon article dans Le Devoir influe
sur les plus? ventes. Oui. Et on m'a confirmé que pour le Journal de Montréal aussi. Après, c'est des questions de territorial, où se situe le lectorat, tout ça. Alors que les blogs, et j'en ai fait longtemps du blog, c'est moins clair. Je sens ici vraiment... Par rapport à la prescription, le fait d'acheter après? Oui, voilà. Ah, okay, dans alors qu'ici, moi, je sens très bien que vous êtes établi, que vous êtes, vous faites partie de l'écosystème. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé dans des maisons d'édition un peu plus petites. Je ne peux pas demander à une maison d'édition, une grosse maison d'édition, parce qu'ils n'ont pas ces chiffres-là. Quand j'écris un article, est-ce qu'il peut y avoir une incidence sur ce que j'ai fait? Il y a déjà des personnes qui ont dit oui, avec ton article, il y a eu tant de personnes qui sont venues sur notre site et tant de personnes qui ont acheté. Et ouais, pareil, tu vois, moi je fais souvent des modérations de rencontres. Donc je parle avec le public, avec un auteur. Et bien, par exemple, j'en ai fait un à Saint-Malo, il n'y a pas longtemps. Et bien, l'amphi était plein, il y avait 100 personnes. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait lu l'album. Les autres venaient pour la thématique. Et bien, dans le moment où on a fait la rencontre et le centre le dimanche, ils avaient vendu presque 50 albums avec la rencontre, mais c'est parce qu'on parle de l'album différemment, là, du coup. Voilà, donc il y a aussi tout ce côté-là où on a la possibilité de faire des choses, de parler. Par exemple, on fait de la radio souvent. Ouais. Alors, un peu partout, un peu éclaté. Il y en a qui ont leur propre émission. Et là, à Angoulême, on en fait ensemble. Et ben, la radio, ça fonctionne bien aussi. Alors que la bande dessinée, c'est un art graphique, eh bien, ça fonctionne super bien à la radio. Et là, étonnamment, la radio a beaucoup d'incidences, je dirais, en termes sur les attachés de presse et les auteurs. Ils aiment beaucoup ce média-là. Parce que c'est un médium d'accompagnement. Exactement. Et que le fait de ne pas avoir de rapport à l'image nous incite vraiment à focusser sur le contenu. Voilà, exactement. Et que si on réussit à l'audio à vendre un livre, c'est qu'on a bien fait son travail. C'est-à-dire que tu as tout compris. Oui, voilà, exactement. Et moi, ça m'arrive de temps en temps, et là aussi, les auteurs et même les éditeurs m'ont dit, tu sais, là, on a vu, y a des gens qui sont venus acheter... Je dis pas que je suis prescripteur tous les jours et que je fais vendre 10 000 bouquins, c'est pas ce que j'ai dit, attention. Mais c'est parce que aussi on a le gros avantage, c'est que moi aussi ça fait une quinzaine d'années que j'écris sur la bande dessinée, et ça fait que 10 ans que Comic Strip existe, mais j'ai un rapport de confiance très important avec le monde de la bande dessinée en général. J'ai beaucoup de contacts avec les auteurs, avec les éditeurs, avec les attachés de presse, et c'est ce lien-là qui est important, c'est le lien de confiance que il faut pas qu'il se dégrade. Oh non, il faut l'entretenir. Hein? Et moi, je trouve ça, tu vois, hier, j'ai rien fait, mais j'ai passé mon temps à aller sur les stands, parce que c'est hyper important pour moi, de discuter avec les gens, d'aller leur dire bonjour. Et ça, je pense que les grands médias ne peuvent pas, parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Alors que moi, ce fil-là, je le fais, j'adore mettre les gens en lien. À Poitiers, où j'habite, il y a un master de bande dessinée qui s'est créé il y a 2 ans. Il y a deux étudiants qui sont dans le site Comic Strip parce qu'ils voulaient voir comment ça fonctionnait. Ça va être des chercheurs, ils vont faire de la recherche, ces gens-là. Ah bon? Oui, bien sûr. Wow, et donc, chouette, du coup, ils sont avec nous. Et une fois, ils nous ont dit, est-ce qu'on peut regarder une interview? Je fais, mais non, tu viens, je te prête le bouquin, tu réfléchis des questions et on fait l'interview ensemble. Donc maintenant, ils écrivent, ils sont avec nous. Là, on a fait une interview de Molinox Ostertag avec une doctorante. Et tout ça, moi, c'est un milieu que je ne connaissais pas spécialement. Et maintenant, je fais des cours et je mets des gens en lien. Et j'adore ça, en fait. Finalement, parler des bouquins, ça m'intéresse, mais mettre des gens en lien qui ne se connaissent pas, c'est top. Et là, en plus, on m'invite à des colloques, des trucs universitaires. Je ne comprends pas des fois la moitié des trucs. Hein. Mais je me dis, putain, intellectuellement pour moi, même journalistiquement, c'est important. J'ai une de vos collègues qui est venue, qui habite à Québec, qui parlait de Montréal dans la bande dessinée, dont j'ai perdu le nom, qui est génialissime. J'ai perdu le nom de cette dame. Italienne. Elle est allée avec Sylvain Lemay en Inde. Ah oui. Oh là, je m'excuse. Oui, moi non plus. Cette dame était géniale. Une chercheuse italienne. Italienne qui est de l'université italienne. Oui, qui a écrit un livre sur Montréal. Sur Montréal et sur l'aspect spatial dans la bande dessinée. Oui. Et ben, tu vois, ce genre de choses qui, moi, étaient au départ très loin de moi, et ben rien que ça, je trouve ça génial. Et cette dame, et du coup, Comic Strip m'a aussi donné la possibilité, parce que j'ai tissé des liens, de faire des choses que je n'aurais jamais faites, de faire de la radio, faire de la télévision pour parler de la bande dessinée,
frayer du côté des universitaires, les aider parce que moi je connais plus localement l'économie et l'artistique alors qu'eux ils ne connaissent pas. Ils ont besoin d'un auteur qui parle de couleurs, pas très loin de chez eux, je le trouve, je connais. Voilà. Ça c'est hyper important et ça c'est ce qui m'a apporté Comic Strip. Et ce que les gens apprécient aussi, c'est que je ne leur mets pas la pression. Donc, si on est 22, les 22 n'écrivent pas, il y a des moments comme c'est bénévole, il y a des moments où ils ne peuvent pas écrire pour X raisons. Je leur dis pas tu es obligé de faire ce truc-là à telle date. Le fait d'être ensemble quand on va à Saint-Malo ou Angoulême, on loue une maison pour être ensemble. Ce côté convivial plaît aux gens. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Moi, me mettre en avant, j'en ai rien à foutre. Le collectif est plus important pour moi. Et parler des auteurs de la bande dessinée est plus important que moi mettre en avant, je m'en fous. Il y a plein de gens qui font ça, qui mettent les influenceurs, qui font des vidéos, c'est pas très intéressant au fond. Je m'en fous, moi j'ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas du tout. Et c'est drôle, c'est dans ce sens-là. Et ce que je trouve très très intéressant, encore une fois, au niveau de la blogosphère, c'est que on a parlé de Cyrus tantôt avant d'ouvrir les micros. Bien sûr. Alors qu'inversement, chez nous, la blogosphère, lorsqu'il y a des entrevues, c'est 95% du temps des artistes locaux. Parce que chez nous, il y a un enjeu de faire découvrir notre dramaturgie BDesque. Mais alors, c'est très chouette de parler de Cyrus avec toi et de se dire « Ah ben wow, il y a une ouverture dans cette pratique-là, il y a une considération, il y a une curiosité. » Et je pense que ce travail-là, on ne peut pas le faire si on n'est pas animé d'une curiosité quelque part. Chez les journalistes ou les chroniqueurs de bande dessinée, en général, sur les blogs, ils sont spécialisés dans quelque chose. Il y en a un qui va être spécialisé dans le manga design, l'autre qui va... Vraiment, c'est hyper spécialisé. Très pointu. C'est hyper spécialisé. Je ne dis pas que... voilà. Sauf que chez nous, moi, je ne me suis jamais interdit de rien en lecture. C'est-à-dire que j'ai lu du manga, du comics, de tout. Même si j'ai des préférences pour la bande dessinée jeunesse et la bande dessinée indépendante. Quand il y a les deux, c'est formidable. Une bande dessinée jeunesse indépendante, pour moi, c'est le bonheur. Mais je me suis jamais interdit ça, de m'arrêter à ça. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a permis de lire des trucs que, par exemple, Cyrus, parce que c'était à la pastèque. Et je pense que c'est important de ne pas enfermer les gens quand ils sont chroniqueurs. C'est-à-dire que moi, si un chroniqueur de comics, il a envie de faire de la bande dessinée franco-belge, tu y vas, on n'est pas spécialisé, on s'en fout. C'est la même chose, c'est parce que tu es intéressé par l'histoire ou le graphisme, puis le reste, c'est raconter l'histoire qui est plus important, c'est pas la façon dont on va la mettre en place. Moi je pense effectivement qu'on enrichit sa pratique lorsqu'on s'ouvre. Oui, c'est évident. Je comprends le désir et je comprends le besoin de se spécialiser, mais je pense aussi que ça représente c'est relatif, là, mais que ça représente un certain danger parce que ça nous enferme dans quelque chose. Et moi, j'en ai lu des gens là, que je sentais qu'ils étaient en perte de repère. Ils sont tellement pointus, spécialisés dans leur truc, que ça se rattache plus à rien. Et moi, j'ai pas envie de ça. En tout cas, moi, personnellement. Je dis pas qu'il y en a pas qui le font, mais moi, ça m'intéresse pas parce que c'est le... Voilà. Il y a des bouquins, si j'étais rentré dans une librairie, jamais je les aurais lus. Parce que ça ne m'intéressait pas, mais finalement, je me dire, ça, j'ai lu et ça va me faire penser à ça, donc je vais le lire. Oui, parce que ça, moi j'appelle ça un lecteur professionnel. C'est quelqu'un qui lit. Non, mais c'est un métier. Bien sûr. Parce que si on ne lit que des choses qu'on aime, nous, personnellement, on ne peut pas faire notre travail. Bien sûr. On a fait le tour vite, alors que lorsqu'on développe ce muscle-là, c'est un muscle, et lorsqu'on le travaille, moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça m'amène à lire des choses que jamais j'aurais osé lire. Exactement. Et ça enrichit ma pratique et ça garde vivant. Maintenant, là, je rebondis sur ce que tu dis. Il faut savoir que chez les journalistes de bande dessinée, spécialistes en bande dessinée qui ne font que ça, il n'y en a pas beaucoup en France, qui sont payés que pour ça. Et le modèle économique des blogs ou des sites, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, les modèles économiques. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Moi, nous, le site, on a essayé de faire un audit sur notre site à nous et sur les sites autour. Il y a quelques sites qui vont avoir un salarié. Mais c'est très peu, et pourtant, c'est des sites qui sont visibles. Des journalistes spécialisés en bande dessinée, il doit y en avoir 3 en France. Alors que le média dont on parle, le médium, la bande dessinée, est un art qui est très ancien en France et il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il
les chroniqueurs, il y en a beaucoup qui sont bénévoles ou qui vont écrire et qui vont être payés à la pige, c'est-à-dire l'article qu'ils vont écrire ou l'article à la radio. Et ça n'existe pas. Parce que moi, à un moment, je me suis demandé si le plus important, parce que c'est ce qui m'aurait intéressé, c'était de devenir rédacteur en chef, mais salarié. Donc c'était possible au départ de trouver des financements, mais à court terme, c'était voué à l'échec parce qu'il n'y a pas de rentrée d'argent. Il n'y a pas de modèle d'affaires viable. Non, vraiment, là je te parle économiquement. En plus, moi je suis nul en économie, je te le dis tout de suite. Mais j'ai compris ça. Et pour moi, c'est un mystère. Je me dis comment c'est possible qu'un médium comme la bande dessinée qui est en France, ce qu'il faut savoir, c'est que la bande dessinée en France est le secteur du livre qui n'a connu ni la crise économique de 2008, ni le Covid. Tu vois ce que je veux dire? C'est le secteur du livre qui a tiré les autres du lecteur. Chez nous, c'est pareil. Hein? Et tu te dis comment c'est possible qu'un art autant populaire, même s'il y a des choses très pointues, c'est pas ça le souci, et qui fait vendre autant. Là, on a parlé il y a moins de 2 semaines d'enfin une émission à la télévision en France. Oui, en c'est France. complètement dingue. Ouais. Comment c'est possible que parce qu'il y a encore des gens qui regardent la télé en France, des gens qui aiment la bande dessinée. Comment c'était possible qu'il n'y ait... Ça faisait pas loin de 5 ou 6 ans qu'il n'y avait plus à grande écoute sur une chaîne hertzienne. Enfin, c'est quoi? Même chez les Belges, ils en font. Enfin, je me dis, comment c'est possible dans le lieu de bordel qu'en France, on n'ait même pas ça? Alors, tu sais ce qui est vraiment étonnant chez nous? En 1975-1976, sur une chaîne câblée à Montréal, il y a eu la toute première émission télévisuelle entièrement consacrée à la bande dessinée qui s'appelait Les Amis du Capitaine Québec, qui était animée par Pierre Fournier, l'auteur qui a créé le Capitaine Québec. D'accord. Et ils avaient beaucoup de parts de marché à l'époque, et ça n'a jamais été refait depuis. Il y a eu une série documentaire qui s'appelait BDQC, qui présentait par épisode un auteur québécois différent, qui a connu 15 épisodes en 2 saisons au total. Mais un magazine culturel consacré à la bande dessinée, où on parle de bande dessinée avec un vocabulaire, avec des intervenants, des acteurs du milieu. Moi, quand j'ai vu la nouvelle en France, je me suis dit... C'est fou. C'est complètement fou. Et on peut même pas, nous, Marc, tu vas confirmer, on peut même pas rêver de ça au Québec, là. Ah ouais? Non, on est loin de la coupe aux lèvres. Et ça veut dire que chez vous, à part les quotidiens dont tu parles du Devoir, il y a un truc au Canada, il n'y a pas un média aussi qui de temps en temps parle un journal, un quotidien? Le Canada, non, je confonds. Écoute... ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui parlent de bande dessinée, finalement? Dans la presse écrite, il y a Le Devoir. Ouais, ça, je connais. Il y a La Presse, qui est maintenant juste sur la tablette. C'est ça que je connais. Voilà. Ça, je connais, ok. Et il y a le Journal de Montréal, moi. D'accord. Après ça, on va en parler, on va faire des dossiers des fois dans des magazines, comme par exemple l'Actualité. Le journal de Gatineau, Le Droit. Le Droit, oui, il y a Le Droit. Il y a Le Soleil aussi, à l'occasion, qui est dans la région de Québec. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je suis vraiment un extraterrestre parce que c'est mon métier. Moi, je travaille comme médiateur culturel en bande dessinée, donc comme chroniqueur, comme conférencier. Je comprends. Mais je suis seul. Et je trouve ça terrible. Mais comment font les auteurs pour qu'on parle d'eux? Aussi. Oh oui, il y a la revue Les Libraires pour laquelle j'écris. Non, mais ce que je veux dire, comment font les auteurs pour pouvoir valoriser leur création? Beaucoup par les médias sociaux. D'accord. Ceci dit, il y en a des blogs là, au Québec qui couvrent la bande dessinée. Mais en dilettante. Alors que Comic Strip, ton site, alors là, c'est en continu. Là. Je pense qu'on doit avoir à peu près 7000 articles. Alors c'est ça. Chez nous, c'est des gens qui font ça de cœur en dilettante et qui investissent leur temps libre à faire ça. Ce qui n'enlève pas la qualité du travail fait, là. D'accord. Et tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'université. Il y a il y a 3 masters en France. Donc, il y en a un à Bordeaux, qui est pas très loin d'ici. Où c'est des créateurs et des chercheurs. À Poitiers, ce seront que des chercheurs. Et il y en a un autre à Amiens, dans le nord de la France. Et là, c'est des créateurs. Vraiment, leur cursus, c'est créer. Et donc, j'allais faire un cours
sur comment valoriser sa création auprès d'un journaliste. C'est-à-dire comment tu parles à un journaliste. C'est génialissime. Alors ça, ce serait bien, ça au Québec. C'est tellement génial. Mais moi, je pensais pas. En fait, c'est quelqu'un que je connais parce que voilà, je l'ai rencontré et il me dit, mais toi, vraiment, faut que tu expliques est-ce que c'est qu'un attaché de presse, est-ce que c'est qu'un journaliste, parce que... Et donc, les étudiants vont venir avec leur production. Ils ont réfléchi un peu avant. Donc, on fera un cours et après, on fera des espèces de petits ateliers pour savoir et tout entre eux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les très grandes structures éditoriales, il y a des attachés de presse avec un département autour de la presse. Mais parfois, même les gros éditeurs font très mal leur travail d'accompagnement journalistique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour que l'auteur soit visible, c'est lui qui va le faire. Alors que c'est pas son travail et il n'est pas payé pour ça. Hein. Non. Alors qu'il y a des gens dans la structure qui est payé pour ça. Donc il va se transformer en... pas panneau publicitaire, mais il va être obligé de se vendre, sauf qu'il y en a qui ne savent pas faire. Alors, chez les jeunes, c'est plus simple, parce qu'ils ont les outils de réseaux sociaux. Ouais. Donc, mais c'est un temps qu'ils prennent, qu'ils ne font pas pour créer. Ça, c'est un vrai souci, parce que certaines maisons d'édition gagnent très bien leur vie, et je ne comprends pas. Et donc, du coup, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est incroyable comment tu es obligé, toi, de pallier à ce que ne font pas les autres. Je trouve ça fou. Enfin, pour moi, c'est surtout pour les méga structures là, qui engendrent oui. des millions de revenus. Alors, parce que peut-être qu'ils ont trop de production et qu'ils sont obligés de cibler pour accompagner. Mais c'est nul. Parce que pourquoi tu laisserais un et pas l'autre? Mais je pense aussi, et c'est le cas chez nous, en fait, dans les médias généralistes, là, quand un ou une journaliste qui couvre la scène, qui couvre le cinéma, quand vient le moment de parler de bande dessinée, c'est comme si on leur dérobait le tapis sous les pieds. Ils savent plus comment parler de ça. Et en tout cas chez nous, les relationnistes de presse qui travaillent pour des structures éditoriales qui ne sont pas qu'entièrement vouées à la bande dessinée, c'est souvent la même chose. D'accord. Alors, c'est le communiqué de presse, là, c'est la béquille. OK. Mais dès qu'on a des questions un peu plus pointues... D'accord. Ouais, donc il y a un travail à faire là. Et moi, je trouve que ça témoigne, malheureusement, à mon humble avis, je trouve que ça témoigne d'un manque d'égard à l'endroit du médium. Et surtout en France, la bande dessinée, ça engrange des revenus monstres. Et puis, c'est très important, on disait un art populaire, mais c'est au départ une contre-culture, un peu comme le cinéma à ses débuts, c'est-à-dire c'est des choses qui étaient faites en dehors des structures officielles, on va dire. Et faut pas oublier que les auteurs ou les autrices, ils ont toujours, des fois, ça en eux de contre-culture, d'essayer des choses qui n'existent pas ailleurs, dans d'autres arts, ou de croiser les arts, ou de croiser les... C'est hyper important, je pense, de ne pas oublier ça. Et des fois, voilà. Après, c'est des pros, il y a des pros des pros de la com, et voilà. Et on est hyper dépendant, en fait. En tant que chroniqueur et journaliste, on est hyper dépendant de l'attaché de presse. C'est pas comme un journaliste de ciné. Le journaliste de ciné, il y va. Si on veut dire que c'est pourri, il a le droit de dire que c'est pourri parce que il se passe rien après. Alors que nous, c'est une relation qui est... c'est pas toxique, mais c'est... En tout cas, il y a une proximité. Des trucs qui parfois ne vont pas. Ouais. Tu vois, on est trop liés. Voilà. Et je sais pas comment dire, je trouve pas le terme, mais ça peut être parfois chez certains... pas spécialement moi, mais en général, ça peut être délicat par rapport à certains. En tout cas, Damien, c'est très impressionnant la charge de travail que tu abats depuis toutes ces années-là. Je tiens à te féliciter parce que je sais à quel point c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de générosité, de sacrifice aussi. Et tu le fais, et ton équipe le fait de manière excellente. Bravo. Et en fait, au départ, c'est comme tout le monde, au départ, on n'était pas nombreux, et maintenant, c'est les gens qui viennent nous demander, qui nous disent est-ce qu'on peut écrire, et du coup... mais ça, c'est la longévité. Oui, exactement. Mais tu sais que même maintenant, on a des partenariats, nous, en tant que médias, alors qu'on n'aurait jamais cru ça il y a encore
on est partenaire d'un concours Jeunes Talents à Saint-Malo, qui est un concours extrêmement important, où il y a des auteurs qui ont gagné, qui ont ensuite pu publier. On est aussi partenaire d'un prix très important en Belgique qui s'appelle le prix Raymond Leblanc, qui est un prix extrêmement important, très bien doté. Et quand tu gagnes ce prix, alors c'est un prix qui est doté de 10 000 €. Et donc et ensuite ton projet va être édité soit chez Futuropolis, soit chez Casterman, soit au Lombard, et tu as 10 000 € en plus. Donc c'est un prix qui est extrêmement important. Tu sais que tu vas être publié par une très grosse maison d'édition. Donc nous on est partenaire de ça. Wow. Et on a dans les tuyaux aussi de faire un partenariat avec la Foire du Livre de Bruxelles. Et alors que ça, pour nous, alors ça prend du temps. Encore une fois c'est moi, mais ça jamais on aurait pu se dire qu'on était capable d'eux. Donc c'est de la reconnaissance de la part des gens, mais c'est plutôt des festivals, tu as remarqué, on est bien d'accord, qui comprennent bien que c'est pas qu'ils ont un intérêt, si, parce que dans les deux sens, ils ont un intérêt que ce soit nous. Et pas quelqu'un d'autre, attention, c'est bien dans ce sens-là. Ça soit nous, parce que là, c'est la jeune création pour les deux prix. C'est la jeune création. On aime beaucoup, nous, tu vois. Un truc un peu indé, un peu... On suit... En plus, on a la possibilité, sur le site, c'est quelque chose qui est assez... Personne ne le fait, ça. On a la possibilité de suivre des projets sur le long terme. Le gagnant du prix Raymond Leblanc, donc pas cette année, mais l'année dernière, qui est un jeune auteur de 23 ans, quand il a gagné le prix, on a fait sa première interview de toute sa vie. On a fait une première interview, il nous a présenté son projet. Alors nous, on l'avait vu avant, parce qu'on avait vu les projets avant, voilà. Ensuite, on a fait une deuxième interview avec lui et son éditrice, qui nous a expliqué quels étaient les liens, comment ils fonctionnaient tous les deux. Et elle, ça fait des années qu'elle était éditrice, elle me dit c'est la première fois que je fais une interview. C'est pour parler de mon métier à moi. Et après, on va faire aussi encore une interview, et son bouquin sort en mars. Donc on a réussi à les suivre. Ça, personne ne peut le faire. Il n'y a qu'un blog ou un site qui peut faire ce genre de choses. Un média ne peut pas le faire. Ben non. Et il y a encore un autre projet qui est assez dingue. L'album est sorti la semaine dernière. Donc là, on a suivi l'album depuis la signature, avec l'accord de la maison d'édition et l'accord de l'éditrice, et la scénariste qu'on connaît depuis très longtemps, et la dessinatrice. Donc, ils nous ont expliqué... comment ils avaient monté le projet, à qui ils avaient proposé le projet, le scénario, comment il était. Avec l'éditrice, on a fait plusieurs interviews et le bouquin est sorti la semaine dernière. Donc il n'y a que nous qui pouvons faire ça, il n'y a qu'un blog ou un site qui peut parler sur le long terme. Et quand je te disais que c'était important pour les gens de connaître les coulisses, plus que finalement parfois l'album en lui-même, c'est comme quand on regarde un making-of de film. Tout à fait. Les gens adorent ça. Est-ce que tu travailles tout seul? Pourquoi? Quel est ton cheminement intellectuel pour arriver? Ben ça, il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Et les éditeurs et les auteurs, maintenant, ils viennent nous demander. Sauf que c'est un travail très important pour des bénévoles, on ne peut pas le faire tout le temps. Mais ouais, parce que ça, journalistiquement, ou même pour leur presse, ils n'ont pas ce genre de choses. Et tu sais que c'est... Alors, je vais terminer sur ça, parce que je vois... J'écrivais au début, et j'arrive sur un stand d'éditeur, un petit éditeur, tu vois, et je discute avec l'auteur avec qui j'avais fait la chronique, et je lève la tête, et derrière lui, il y avait une bâche, tu sais, les bâches où il y a la couverture, et il y a une citation, et cette citation, c'est la mienne. Et la première fois, je lui dis, ah ben merde. Et en plus, j'étais au-dessus du Monde, le journal Le Monde. Moi, c'était... Je me dis, merde, alors. Et j'étais... Et puis après, il m'est arrivé aussi sur un kakémono. Donc, il y avait la tête de l'auteur, et une seule citation, c'était la mienne. Je me dis, ben merde. Et franchement, au début, ça fait dire, parce que moi, je sais... Donc, dans les communiqués de presse, des éditeurs, des fois, je suis là-dedans. Et il m'est même arrivé 2 trucs vraiment dingues. Je reçois le tome 2 d'une série, et je prends le colis, mais l'album, je l'avais mis de dos, enfin... Et 2-3 jours après, je prends le bouquin et je le retourne, et là, il y avait un bandeau rouge, tu sais, les fameux bandeaux rouges qu'on va citer. Et c'était ma citation à moi, la première fois de ma vie que je voyais ça. Je me dis, mais c'est complètement fou. Et donc, je vais à Saint-Malo, et il y avait la maison d'édition, ils avaient un stand, et donc ils avaient mis en plus tous les bouquins dans le même sens. Donc j'ai dit à l'auteur, viens, on va faire une photo. Et il y a un truc encore plus dingue, c'est que j'ai vraiment traversé l'Atlantique, et ça, c'est un truc de fou. J'ai un auteur que j'aime beaucoup depuis très longtemps, qui fait une bande dessinée qui s'appelle Super aux éditions La Gouttière. Ah oui, c'est excellent, ça. Et donc un jour, ici à Angoulême, tous les deux,
ils m'attrapent au vol, comme ça, ils me disent, Damien, on a une édition américaine du bouquin, on en a eu 4, on t'en donne un. Je dis, vous n'êtes pas obligé si vous en avez eu 4, mais il me dit, si, c'est important. Il me dit, ouvre alors j'ouvre, et il y avait une dédicace du dessinateur normal et une dédicace du scénariste qui ne dessine jamais. Je lui dis, c'est gentil, merci beaucoup, vous n'êtes pas obligé, c'était une édition américaine. Bon. Et ils me disent, mais c'est pas fini. Il me dit, ouvre. Et donc, dans le rabat, il y avait une citation à moi qui avait été traduite. Donc, j'avais passé l'Atlantique. Est-ce que tu penses qu'un jour, j'aurais pu écrire? Pour moi, c'était fou. Je me disais, je dis, comment c'est possible? C'est fréquent, j'ai des citations à moi qui se retrouvent un peu partout. Si on m'avait dit ça un jour, je pense que jamais j'aurais pu croire ça. Parce que moi, je suis prof. Au départ, j'étais prof pendant 9 ans avec des enfants, des petits. J'ai arrêté en 2010. Et finalement, ce que j'ai pu tisser comme lien, il y a des choses, jamais j'aurais pu penser une fois faire ça. Jamais faire de la radio, de la télé, des trucs. Jamais j'aurais pensé ça. Et c'est la bande dessinée qui m'a apporté ça. C'est dingue. Alors c'est tout à fait légitime que tu lui sois très généreux en retour. Oui. Damien Canto, merci beaucoup. Merci. T'es le bienvenu en Amérique. Je viendrai. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca/tribune au pluriel, /catégorie au pluriel, /Angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.